Hey, bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Et oui, si vous êtes un vrai fan du podcast, vous allez remarquer une grosse différence dans l'intro d'aujourd'hui. J'ai commencé en disant Hey et non en disant bonjour tout le monde pour faire les choses différemment. Alors, oui, faut bien avoir du plaisir, que voulez-vous. En ces temps de pandémie mondiale, il faut rire le plus qu'on peut lorsqu'on a l'occasion. Et en fait, oui, comme vous le savez, j'ai pris un mois de pause. Je tiens à faire une petite parenthèse avant le podcast. Là. Je l'ai mentionné rapidement sur ma page Facebook. J'ai pris un mois de répit dû à des circonstances personnelles un peu difficiles depuis un mois. Donc, ça a fait du bien. J'ai pris le temps de recharger les batteries, comme on dit, avant de repartir au plus fort. Et puis là, je reviens en force avec 3 épisodes back-à-back vraiment très intéressants que je vais vous présenter dans les prochaines semaines, un par semaine. Même, je dirais 4, c'est vrai. J'ai booké le 4e aujourd'hui. Vraiment, ça repart en feu. Je vous le dis tout de suite. Là, c'est jusqu'au 14 décembre non-stop. Un épisode par semaine. Et puis, c'est vraiment, ça va être fort intéressant, je vous le dis tout de suite. Mixé, je touche au sport, je touche à la télévision. Je ne vous donne pas de détails sur les invités, à part des petits indices. On va toucher au sport, on va toucher à la télévision, on va toucher au domaine journalistique, également aux arts. Je vous le dis tout de suite, là, celle-là va. En tout cas, moi, il m'intéresse beaucoup. C'est très différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans les podcasts. Comme vous le savez, j'adore le dessin, je dessine, je fais des portraits, ceux qui me connaissent, mais ça va toucher à ça. C'est tout ce que je vais dire, mais je ne veux pas en donner plus de détails. Ça va venir dans les prochains jours. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode numéro 8 du Made in Québec podcast et je reçois Nicolas A. Martineau, ancien journaliste, reporter, commentateur, rédacteur et également lecteur de nouvelles pour TVA, TVA Sport. Également travaillé pour l'agence QMI, comme il disait, c'est quoi également. Donc, c'est un invité que j'avais très hâte de recevoir au podcast. C'est quelqu'un de très surprenant. Pour vrai, moi, j'ai été ultra surpris. Tu sais, souvent, on se donne une opinion ou on se permet même de juger un peu, dans le fond de nous, une personnalité publique, quelqu'un qu'on voit à la télévision, qu'on lit dans les journaux. C'est des gens qui sont constamment, excusez l'expression, sur le spotlight tout le temps. Et puis, moi, ben, je me suis permis de juger souvent ces personnes-là, comme vous faites régulièrement aussi, dont TVA Sport. Comme vous le savez, TVA Sport, on a des critiques très, très dures à leur endroit. Et puis moi-même, je l'admets d'avoir eu aussi. Puis je l'explique pourquoi dans le podcast, je ne m'en cache pas. Mais par contre, ça fait réfléchir. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas le genre de gars intimidé sur les réseaux sociaux puis à dire mon opinion, à dire lui, il n'est pas bon, lui, ici, lui, ça. Du tout, j'ai jamais fait ça. Mais puis je trouve ça vraiment niaiseux, ceux qui le font. Là. Je tiens à dire ça aussi. On faudrait bien arrêter, surtout depuis le début de la pandémie. Mais Nicolas nous donne son son de cloche. Comment quelqu'un peut se sentir en tant que journaliste à l'intérieur de ça, lire les commentaires sur les réseaux sociaux, d'avoir un peu quasiment honte de dire que je travaille pour TVA Sport au lieu de RDS, parce que tout le monde, RDS, c'est la référence, et TVA, ben, c'est tout des pas bons. C'est quasiment ça, on dirait, que les gens se disent. Et puis, d'avoir la réalité vue de l'intérieur par un employé de TVA, je trouvais ça vraiment très intéressant. J'ai reçu aussi Janie Potvin-Duval, que je salue, qui écoute fort probablement le podcast. Salut. Et puis, oui, dans le fond, je la remercie encore d'avoir participé à la toute première saison du podcast, c'est-à-dire l'épisode, je pense que c'était 16 ou 17, dans ces coins-là. Et puis, c'était un excellent épisode, un des plus longs aussi du podcast, 2 heures et demie. Il y avait beaucoup de jasettes, des choses à dire avec Janie. Épisode fort intéressant, beaucoup de bons propos. Et puis, pourquoi je fais le lien avec Janie, c'est que c'est une amie, une très, très, très bonne amie, ou comme Nicolas dit, sa jumelle cosmique. Donc, les deux étaient très proches à TVA Sport. Et puis, on avait eu des anecdotes de sa part, de la part de Janie, en fait, dans le premier épisode. Et puis, je voulais avoir la version de Nicolas, naturellement, savoir de lui s'il y avait des petites anecdotes ou des choses à dire par rapport à Janie. Puis, c'était fort intéressant. La toute dernière question du podcast, ceux qui veulent écouter, il faut vous rendre jusqu'à la fin pour savoir qu'est-ce qu'il y en est de tout ça. Et
On en parle un petit peu au début aussi. Oui, donc c'est ça. En fait, ce qu'il y a de spécial avec le parcours de Nicolas, pourquoi je voulais surtout le recevoir, c'est que Nicolas a tout laissé tomber il y a à peu près un an et demi, je dirais, pour lancer sa propre agence de représentation sportive d'athlètes sportifs professionnels. C'est une agence spécialisée dans le soccer, le foot européen ou le soccer américain, comme on dit. C'est vraiment dans le but de donner une chance à ces athlètes-là de percer au niveau professionnel et d'aller chercher un maximum d'opportunités. Donc, vraiment très intéressant d'apprendre le parcours de Nicolas là-dessus et de laisser une permanence aussi de TVA Sport pour tout se lancer dans le vide carrément avec deux de ses partenaires. Vraiment, je lui lève mon chapeau. Félicitations, Nicolas. On en apprend davantage sur son parcours, sur ses décisions, sur le risque qu'il avait à ce moment-là et puis sur la confiance qu'il avait en ses moyens aussi pour réaliser tout ça. Très inspirant. Je vous le dis, c'est un podcast que je pense que c'est vraiment dans mes top 3 des podcasts qui m'a le plus surpris à date que j'ai fait. J'avais des attentes, tu sais, comme on a des attentes en recevant certains invités. Et puis, je ne savais pas pourquoi je voulais vraiment plus le recevoir qu'un autre. C'était un feeling simplement. J'ai dit, je ne sais pas, mais ce petit gars-là va me surprendre. J'étais certain de ça. Et effectivement, j'ai été surpris. Un parcours exceptionnel. Je vous dis, le gars, un peu comme moi, les études n'étaient peut-être pas faites pour lui et je le comprends très bien. C'est-à-dire, après le secondaire, le diplôme obtenu, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On essaye le cégep, ça ne ressemble pas vraiment. On quitte le cégep, voyage un peu, revient à l'université, ça ne me tente pas. J'ai plein d'amis à l'université, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est ce que Nicolas a décidé de faire. Il est revenu simplement en tant qu'étudiant libre un cours pour participer au jeu de la communication et paf, c'est là que tout a débuté. Wow, quel beau parcours. Il n'a pas misé sur les études, mais il a vraiment misé sur s'éduquer lui-même et également, comme ils disent, ce n'est pas nécessairement la scolarisation qui est le plus important, mais l'éducation de soi-même. Et puis, c'est pas fait pour tout le monde, les études universitaires. Sans dire de ne pas y aller, c'est vraiment important de dire la différence. Dans mon cas, moi, c'était pas fait non plus pour moi. Et puis, j'opte pour le podcast, comme vous voyez aujourd'hui, afin de me faire peut-être, qui sait, un jour découvrir ou m'offrir des opportunités intéressantes, même si c'est pas juste ça le but. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut en arriver ou en découler. Et puis, Nicolas, ben, il a parti Slugger.tv également par son propre gré. Il y a une dizaine d'années de cela, c'était spécialisé sur la boxe qui était sa passion. Et puis par la suite, plein de belles choses est arrivé. Un entretien avec TVA qui a tout changé. Puis 7 ans quand même à l'emploi de TVA. Félicitations. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le temps de le découvrir dans le podcast. Excellent podcast. Je vous le dis, c'est tellement différent un peu de ce que je m'attendais et puis philosophique un peu sur certains points. Je vous le dis, manquez pas ça, ça vaut la peine. Alors, je vous souhaite une excellente écoute du Made in Québec podcast en compagnie de Nicolas A. Martineau. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, c'est enfin le retour du podcast. Comme ceux qui suivent le podcast, en fait, le savent. Ça fait déjà un mois que j'ai pas fait d'épisode pour des petites raisons personnelles, mais enfin, ça me fait très du bien aujourd'hui d'en refaire et surtout de vous présenter mon invité que ça fait longtemps que je veux recevoir au podcast et puis je suis très heureux qu'il ait accepté mon invitation, Nicolas A. Martineau. Que vous avez certainement connu grâce à TVA Sport, de sa couverture avec l'Impact de Montréal, qui a fait de l'excellent travail pendant plus de 7 ans quand même comme journaliste à l'emploi de TVA. Je vais faire un petit topo rapide parce que je sais qu'il est très occupé et je veux maximiser mon temps avec lui pour avoir le plus de jus possible. Donc, on va embarquer tout de suite dans un petit topo. 2 petites secondes, je vais emmener mes notes de l'autre côté. Donc, oui, dans le fond, comme je vous disais, Nicolas a été journaliste, lecteur de nouvelles, commentateur, reporter, rédacteur également à l'emploi de TVA pendant plus de 7 ans. Il est toujours un peu à l'emploi, c'est-à-dire en tant que pigiste. Je vais vous dire pourquoi il ne l'est plus dans quelques secondes. Donc oui, il a été reporter attitré à la couverture de l'Impact de Montréal pendant plusieurs saisons. En octobre 2019, Nicolas a décidé de se lancer avec deux de ses partenaires d'affaires, sa propre agence de représentation d'athlètes professionnels spécialisés dans le foot, le soccer.
C'est vraiment, pour moi, ça m'inspire beaucoup. C'est pour ça que je voulais le recevoir, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui laisse une permanence, un emploi qui a beaucoup de succès, que tout fonctionne bien, que beaucoup diraient, garde ça le plus longtemps que tu peux, c'est tellement un emploi de rêve. Mais lui décide de tout laisser tomber pour lancer ses propres trucs, qui croit vraiment. C'est ça le but, là, quand tu te crois à quelque chose, tu te lances à fond là-dedans. Et puis, Nicolas croyait à son objectif. Et puis, l'objectif de l'entreprise, c'est de mieux placer les joueurs de foot canadiens qui ont du talent afin de leur offrir une chance de percer au niveau pro, d'avoir de plus en plus d'opportunités professionnelles. Et c'est vraiment très inspirant tout ça. Je voulais le recevoir aussi parce que ceux qui ont écouté, si j'ai une bonne mémoire, je pense que c'est l'épisode numéro 16. J'ai reçu une bonne amie de Nicolas, Janie Potvin Duval, qui est également une ancienne de TVA Sport. Donc, ils se sont connus un peu là-bas. Elle m'a donné des bonnes anecdotes sur Nicolas. J'imagine que Nicolas doit en avoir une coupe sur elle également. Donc, c'est une des raisons pourquoi je voulais le recevoir aujourd'hui. Alors, premièrement, merci beaucoup, Nicolas, d'être avec nous. Et comment vas-tu? Ça fait plaisir. Merci Antoine de me recevoir. Ça va très, très bien dans les circonstances. Habitué de voyager pas mal pour le boulot, que ce soit quand j'étais à TVA Sport ou encore là, dans ma nouvelle vie d'agent. Mais là, je te dirais que ça fait un bail que j'ai. C'est ça, que je suis dans une situation que je ne connais pas. C'est pas mal la plus longue période de ma vie, je pense, que j'ai passé sans mettre les fesses dans un avion. Donc C'est voilà, fou, hein? je garde la pêche comme ils disent de l'autre côté de l'océan malgré tout. Eh oui, écoute, ça doit pas être évident parce que, tu sais, tous les gens comme vous qui sont habitués de voyager, qui sont habitués d'avoir, comme tu dis, les deux pieds dans un avion, de ne pas pouvoir sortir de chez vous, un peu comme tout le Québec en ce moment. Même Janie, je la voyais, on l'a reçue plus tôt cet été, puis c'est une grande voyageuse, puis de savoir qu'elle pouvait pas sortir du Québec, ça la fatiguait vraiment beaucoup. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens comme toi, c'est une habitude de vie, c'est un mode de vie de voyager, ça fait partie de vos travails. En ce moment, comment c'est quoi la différence de plus remarquée de ton travail à domicile versus du temps qu'on pouvait sortir de chez nous et voyager? Je te dirais qu'au moins, je vois pas mal plus la famille, l'entourage, même si on n'a pas nécessairement le droit de faire des petits soupers entre amis, etc. Quand ça a été permis cet été, ça m'a permis au moins de passer un été entre amis. Puis ça faisait un bon moment que je n'avais pas eu l'occasion de profiter de mes fins de semaine. Donc là, je l'ai fait pour la première fois depuis belle lurette. J'ai pas manqué les grands événements comme ça a été le cas pendant les 7-8 dernières années, parce que quand tu couvres du sport professionnel, mine de rien, la plupart des gros événements de sport, ça se passe le week-end. Donc voilà, j'étais un peu coincé. Donc là, au moins, ça m'a permis de me rapprocher, de repasser du temps avec mes proches. Là, je te dirais qu'en ce moment, c'est plus un coup dur un petit peu. On avait hâte que les choses reprennent. On avait hâte de pouvoir voyager, aller en Europe, aller en Amérique du Sud pour aller faire du scouting. Donc voilà, c'est pas mal la plus grosse différence. C'est d'être coincé entre mes quatre murs du plateau Mont-Royal. C'est pas une habitude que j'espère qu'il va se poursuivre pour encore les prochaines années. Oui, effectivement. De ton côté, Nicolas, tu as quel âge aujourd'hui? 31. Je viens d'avoir 31 ans. OK, ça, je savais qu'on n'était pas tellement loin. Là, j'ai 28. Fait que j'essayais de prendre un guess, mais je fais plus ça à cette heure. Fait que j'ai appris de mes erreurs. Oui, dans le fond, ça, tu as 31 ans. Tu as commencé à quel âge à faire en fait du journalisme un peu plus professionnel, si on veut? J'ai commencé, écoute, professionnel, c'est le mot-clé, hein, je pense, là-dedans. Je te dirais que j'avais 21 ou 22 ans. Ma première vraie job Ah, dans ce jeune. milieu-là, ça a été à l'agence QMI. Donc, j'étais payé pour mettre des articles en ligne, choisir des titres pour les articles. Donc, j'étais ce qu'on appelle un pupitreur web. Donc, on prenait les articles qui étaient écrits par les journalistes du Journal de Montréal, de TVA Nouvelles, et on les mettait dans un cadre QMI, donc Québécois Médias Incorporés, puis on republiait par la suite sur les sites de Canoë, de TVA Nouvelles et du Journal de Montréal. Donc ça a été mon premier boulot permanent que j'ai eu en journalisme. Avant ça, j'avais été à C'est quoi, à Trois-Rivières, donc à l'âge de Oui. 18 ou 19 ans, j'ai fait un remplacement d'été où j'étais le journaliste sur les faits divers. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'étais sur appel. Donc s'il y avait des feux, des meurtres, peu importe, c'était moi qui étais appelé à aller sur le terrain. Donc, ça a été une expérience qui a été très, très formatrice. Puis par la suite, après QMI, là, j'ai eu l'occasion, pendant que j'étais là, en fait, de devenir lecteur de nouvelles pour le service radio de QMI. Donc, je lisais les nouvelles pour la station Week-end Radio à Québec. Mais en parallèle, je te dirais toute mon adolescence, puis début de ma vie adulte, j'ai toujours eu des projets à moi qui m'ont permis
qui m'ont permis de me faire un nom. Un peu comme ce que tu fais présentement, Antoine, je trouve que c'est extrêmement important parce que quand quelqu'un veut une job en radio, en télé ou peu importe, ou dans un média écrit, il n'y a rien qui est donné dans ce milieu-là. Non. Et oui, c'est des contacts, mais c'est aussi ce que tu es capable de montrer au monde. Et les boss je te dirais, sont peu friands de donner la chance à un jeune qui sort de l'école ou à un jeune tout court. Donc, quand tu as prouvé par toi-même que tu avais la volonté de faire des trucs, quand tu as prouvé que tu étais un peu un requin, parce que c'est ça, un journaliste, c'est un requin, c'est quelqu'un qui doit aller chercher l'information, ben, ça m'a permis de gravir les échelons pas mal plus rapidement. Donc, j'ai eu un blog sur la boxe professionnelle qui s'appelait slugger.tv à l'époque. J'avais 17, 18, 19 ans. J'ai eu une web télé à Québec qui s'appelait Québec Explosif quand j'avais 15-16 ans. Donc, ça a été comme une espèce de construction. J'ai construit mon château de cartes, puis au final, ben, à la place qu'il s'effondre, ben, j'ai continué à mettre plus de cartes pour qu'il devienne de plus en plus solide. Wow. Et éventuellement, ben, j'ai donné un coup de pied dedans moi-même à l'âge de 30 ans. Wow, félicitations. C'est un très beau parcours. Ben, en fait, c'est justement inspirant parce que comme un peu ce que tu dis, c'est je ne sais pas exactement tes études. Je crois que tu as étudié à l'Université Concordia un peu, mais est-ce que tu avais déjà, dans le but de faire ce métier-là, j'imagine oui, tu avais ce but-là très jeune, mais est-ce que tu as été, dans le fond, au cégep tout de suite là-dedans ou ça s'est un peu bifurqué sans le vouloir vers ça? Oui, non, ben, j'ai été au cégep en communication au cégep Limoilou. Okay. Par contre, une fois rendu là, j'avais déjà ma web télé qui est Québec Explosif sur le site web de 33mag.tv. Puis à ce moment-là, je constatais que peu importe ce que je faisais à l'extérieur du cégep, c'était pas assez pour mes professeurs qui, eux, trouvaient que je bâclais mes études. Tandis que moi, je leur disais, écoute, j'avance nettement plus rapidement de mon côté seul, donc pourquoi vous voulez pas accepter ce que je fais comme projet extrascolaire? Et donc, ça a été une bataille. Puis moi, j'ai bien mis de la misère avec l'autorité en plus. Donc... Pour ça, tu es à ton compte. Exactement, exactement. Donc, écoute, j'ai eu un peu une écœurantite de l'école. Et à un certain moment, j'ai pris la décision d'aller voyager dans l'Ouest. J'ai donc raté une session universitaire. Puis, tous mes chums du cégep sont allés à l'Université Laval en communication. Et donc, j'avais une session de retard sur eux. Et quand je leur ai posé la question sur ce qu'ils faisaient à l'Université Laval, puis si c'était le fun, parce que je faisais mon choix d'université, ben, ils m'ont dit, écoute, c'est la même affaire qu'on apprenait au cégep, la pyramide de Maslow, etc. Puis j'étais comme, OK, ben, si c'est pour être ça, laissez faire de bord. J'irai pas tout de suite, je vais prendre mon propre chemin. Donc, j'ai continué à faire un peu mon petit bout de chemin avec la web télé. J'ai déménagé à Montréal et j'ai eu finalement la possibilité d'aller voyager. J'étais allé en Amérique du Sud. Et en revenant de l'Amérique du Sud, j'ai eu une offre de remplacement à C'est quoi à Trois-Rivières parce que ben, j'avais fait un peu de radio et un peu de web télé avec Québec Explosif. Je me suis dit, OK, belle opportunité pour moi de mettre un pied dans le milieu malgré le fait que je ne suis pas à l'université. Ça a super bien été. Je suis revenu à Montréal après ce remplacement à la radio-là. Et un bon soir, alors que le lendemain matin, je devais requitter pour le Pérou. Je m'en allais travailler au Pérou, moi, puis j'avais juste un billet aller à ce moment-là. Et le soir avant mon départ, je suis allé au bar pour festoyer avec des amis qui allaient à l'Université Concordia. Et sans le savoir, je m'en allais mettre les pieds dans ce qu'on appelle un party pré-jeu, donc pré-jeu de la com de l'Université Concordia. Et mon ami qui était là à l'époque, Charles d'Amboise, qui travaille dans le milieu, me dit écoute, nous, dans notre délégation, il nous manque quelqu'un dans notre équipe radio. Pourquoi tu ne fais pas juste les jeux avec nous? J'ai dit ben, je peux pas faire les jeux, j'ai pas d'études universitaires, je suis pas inscrit. Il dit non, mais pour faire les jeux à Concordia, tu as juste besoin de t'inscrire dans un cours. Ah ouais. Il dit, écoute, laisse-moi penser à ça. Et le lendemain matin, je me suis réveillé avec un appel de Voyage à rabais qui me dit, écoute, il y a un ouragan présentement qui frappe le New Jersey. L'ouragan Irène, ton vol est cancellé. On peut soit te rembourser ou soit le repousser. J'ai dit, OK, laissez-moi penser à ça. J'ai vu ça comme un signe. Je me suis dit, OK, regarde, plutôt que de retourner vivre ma vie de bohème, je vais tenter ma chance au jeu de la com. Fait que voilà, j'ai dit, remboursez-moi. Je me suis engagé à Concordia dans un cours de marketing. J'ai fait les jeux de la com. J'ai gagné les jeux de la com. J'ai été engagé à l'agence QMI. Wow. Puis ma carrière a comme décollé à partir de ce moment-là en n'ayant pas nécessairement d'études. Donc, j'ai fait quelques cours à l'Université Concordia. J'ai organisé les jeux de la com. Je les ai fait 2 années de suite. Ça a super bien été. Ça a été très, très formateur. Mais non, je n'ai pas de baccalauréat. Et voilà, les études, c'est pas fait pour tout le monde.
Non, ben écoute, c'est vraiment drôle parce que ceux qui me connaissent personnellement vont faire 1 + 1 assez vite. Je savais pas, tu sais, moi, je suis un gars de feeling, je reçois les gens dans mon podcast, des fois, je me dis, je sais pas pourquoi, je sens que ça va cliquer. Dans ton cas, c'était ça. Je t'ai envoyé une demande via LinkedIn, puis je m'étais dit, j'ai l'impression que j'ai quelque chose que je dois apprendre de ce gars-là, puis je ne sais pas c'est quoi, je vais le savoir pendant le podcast. Et j'ai fait mes recherches, je ne le savais pas encore. J'ai dit, il y a un beau parcours, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un point d'interrogation quelque part, qu'il me manque un détail. Et je Ouais. viens de le trouver, c'est quoi le détail? Un peu la même chose que toi, j'ai un intérêt pour ce milieu, mais c'est pas la télévision m'intéresse pas plus qu'il faut, je te cacherai pas, surtout pas avec ce qui arrive en ce moment avec TVA Sport, ça m'intéresse encore moins. Et le fait que ben on connaît tout ce qui arrive avec l'industrie du sport actuellement, mais l'industrie radiophonique, il y a quelque chose que je trouve de plus spécial avec la radio, un contact avec le public complètement différent. Puis c'est un peu dans ce but-là que j'ai lancé le podcast, c'est qu'il y a un côté de la radio qui m'énerve, c'est les pauses publicitaires. Et puis un podcast, il n'y a pas de pause publicitaire, en tout cas pas dans le mien. Puis je fais des fois des petits commandites ici et là, mais mon but, c'est vraiment pas d'achaler le monde avec ça. Fait que je veux laisser la place à des gens comme toi de partager leur parcours, mais aussi de prouver aux gens que c'est pas vrai que le seul et unique parcours, c'est d'avoir un diplôme d'études universitaires en communication pour travailler dans les médias Non. ou surtout quand on connaît aujourd'hui les exigences des grandes entreprises qui exigent, je l'ai vécu personnellement, là, souvent, j'ai fait une session de cégep comme toi en or, puis j'avais des bonnes notes en or, mais le reste, j'ai dormi ces bureaux, fait que c'était pas fait pour moi du tout. Les études universitaires non plus, j'ai fait un DEP, un ASP, puis j'ai pas été à l'université, puis c'est pas une question d'intelligence. Souvent, les gens vont dire, bah, tu es assez intelligent pour y aller. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'intérêt. C'est pas fait pour moi, je le sais très bien. C'est pas de laser de ne pas le faire à ceux qui veulent y aller, mais de recevoir des gens comme toi qui ont vraiment réussi à atteindre ces hauts niveaux-là sans passer par un baccalauréat ou une maîtrise en communication, parce que c'est pas ça qui va te donner le talent. Ça va te donner des outils du travail, ça va donner une clé supplémentaire pour ouvrir des portes que tu n'aurais peut-être pas accès, mais ça va te donner, dans ton cas, comme tu dis, c'est ta persévérance, le fait que tu as été proactif, que tu as créé Slugger.tv ou tous tes autres projets, mais ça t'a donné ton propre CV que tu as bâti et par la suite, toutes tes belles opportunités. Fait que ça m'inspire avec le podcast encore plus à ne pas le lâcher. Tu fais bien. Puis, tu sais, regarde, je veux dire, pour moi, je respecte énormément les gens qui sont capables d'être assis dans une salle de classe pendant 3 heures puis écouter un Ouais. professeur. Pour vrai, mad respect parce que moi, je suis pas capable. Sauf que ce que je veux dire et ce qui est important de mentionner, parce que mon petit frère, après ça, a suivi mes pas en décidant de ne pas aller à l'université, c'est dans la vie, c'est important de s'éduquer. Oui, Mais s'éduquer, c'est pas nécessairement se scolariser. Donc, c'est très bien. trouver des moyens de devenir le plus intelligent possible, de connaître le plus de trucs possible et juste justement de foncer, de défoncer des portes. Mais l'éducation ne passe pas strictement que par la scolarité, à mon avis. C'est tellement vrai en plus, puis ça fait du bien de l'entendre parce que souvent, quand on dit à des gens, exemple, tu sais, je prends l'exemple là, parce qu'on est dans un podcast, on a le droit d'en parler, là, mais exemple, tu arrives dans une nouvelle belle famille, ta conjointe, ton conjoint, peu importe, tu arrives, il te présente ses parents, puis c'est quoi la première question qu'on te pose? Et puis, quand tu as 25 ans, mettons, là, il te pose comme question, et puis, à quelle école que tu es? C'est quoi tes études? C'est quoi ton travail? C'est la première chose qu'on te pose tout le temps. Et souvent, les gens vont se baser un jugement là-dessus pour te juger, pour te mettre dans une case, parce que c'est bien important de mettre dans une case une personne. Mais tu sais, on n'a pas besoin de ça d'un sens. C'est rendu là. Tu fais tes propres opportunités, tu crées tes propres opportunités par ton parcours, parce que toi, tu décides de faire. Et comme tu dis, ton petit frère a suivi dans tes traces, ben, a suivi tes traces en fait. Puis je suis convaincu que ça va lui sourire également. Mais tu sais, c'est vraiment important de dire la nuance est bonne. C'est pas de dire aux gens ne faites pas un diplôme d'études universitaires ou lâchez vos études. Je fais même des conférences dans les écoles, puis je le dis, c'est pas ça que je veux vous dire. Mais mon parcours est atypique comme le tien. Et puis c'est important de dire qu'il y a d'autres voies aussi qu'on peut suivre, là. Exactement, exactement. Je pense que c'est essentiel de le mentionner. Puis c'est drôle que tu dises ça parce qu'on m'a invité à un certain moment à faire une conférence au Cégep Limoilou pour parler de mon parcours parce que, bon, j'étais un bel exemple de réussite, si on veut, dans le domaine médiatique. Tu sais. Ben oui. La première chose que j'ai dit en m'installant devant la classe dans laquelle j'avais été quelques années auparavant, c'est moi, quand j'étais assis à votre place, j'haïssais ça, j'haïssais ma vie. Je ne voulais pas aller à l'école. Sachez que l'école n'est pas la seule voie pour la réussite. Et écoute, j'ai plus jamais été réinvité au Cégep Limoilou. Ça ne passe pas avec tous. Puis je peux le comprendre en même temps.
Effectivement, mais écoute, c'est bien que tu le dises. Moi aussi, c'était à mon école secondaire, ma première conférence. C'était un de mes profs, heureusement, qui me connaissait bien. Puis c'est lui qui voulait que je parle de mon parcours. Mais j'ai dit, attends-toi pas à ce que je lui suggère d'aller au cégep, à l'université. Dans mon cas, ça n'a pas fonctionné. Fait que je me sentirais hypocrite de leur dire, faites ça, faites ci. Un Ben peu ouais. comme les professeurs ne jurent que par ça lorsqu'on est au secondaire. Et puis, c'est mon parcours que je veux leur partager, tu sais. Puis finalement, j'ai fait un peu comme toi. J'ai été à votre place, puis je me souviens comment j'étais. J'ai rushé ma vie, finir mon secondaire, puis j'ai bûché, je l'ai obtenu. Je vous conseille de travailler fort pour obtenir votre diplôme. Mais par la suite, il y a tout plein de chemins. Vous allez prendre le vôtre. Faites pas ce que les gens vous disent de faire nécessairement. Puis c'est rendu là, ben, c'est ça qui est la beauté de la vie, faire son propre chemin. Fait que Ouais, d'accord avec toi. exactement. Écoute, parenthèse un peu plus philosophique, là, c'est pas là que je m'ennuyais dans le podcast, mais c'est ça un podcast. Donc oui, pour revenir un peu à ta carrière, moi, il y a un côté qui me fascine le plus, justement. Tu as commencé jeune dans ce milieu-là. J'imagine que tu étais un fan de foot, naturellement, de soccer. C'est quand vraiment tu as eu ta première opportunité de travailler, couvrir un match de l'Impact ou de autre au milieu sportif soccer. Est-ce que tu as un moment qui te vient en tête? Oui, et la réalité, c'est que je n'étais pas un fan de foot du tout. Je Ah ouais. détestais le foot. C'était pas mon sport, mais pas en tout. Moi, mes sports, c'était le hockey et la boxe. Puis quand je suis rentré à TVA Sport comme rédacteur web à l'époque, et rédacteur monteur aussi, euh, écoute, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé peut-être 3 semaines, un mois à faire de la rédaction. Je suis allé voir le patron. Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'avoir plus de défis. Je peux-tu faire des chroniques sur la boxe? J'ai eu un site sur la boxe. Je pense que il y a personne ici qui connaît ça. Il m'a dit oui. Et éventuellement, il a vu que j'arrêtais pas de retourner le voir pour lui dire comme OK, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Et éventuellement, il a eu l'opportunité de m'envoyer sur le terrain parce qu'il y a un journaliste qui a quitté de façon inopinée la salle, Stéphane Gonzalez, qui est aujourd'hui au Ben 92. oui, Euh, Gonzo. et quand tu démissionnes, souvent, c'est pas OK, tu as 2 semaines de préavis, à moins que tu aies une Non, excellente relation et tout ça. Donc, dans c'est son là. cas, ça a été je démissionne, OK, c'est beau, salut. Donc, automatiquement, il y avait comme une espèce de branle-bas de combat et il y avait besoin de quelqu'un pour aller sur le terrain immédiatement. Donc, ma première affectation, si je ne me trompe pas, ça a été un entraînement des Capitals de Washington. Et il Quand fallait que même. je prenne des clips d'Alexander Ovechkin avant un Ah, match contre le plate, Canadien. hey. Quel job horrible. Donc, ça, c'était ma première fois et c'était pour le match du soir. Donc, aller prendre des clips pour le bulletin de TVA Sport, etc. Et là, à ce moment-là, c'était pas pour que j'ai en nom. Donc, j'avais pas. Mon boulot était pas après ça d'aller au bulletin et de dire comme oui, donc ce matin, maintenant, les Capitals de Washington. C'était juste aller chercher des clips. Mais même là, arriver dans un vestiaire de la Ligue nationale de hockey au Centre Bell avec l'un des plus gros joueurs de la planète devant toi, j'étais dans le scrum et un scrum, comment ça se passe, c'est qu'il y a comme une dizaine de journalistes qui s'agglutinent autour du Ouais. joueur avec les caméras et tout ça. Donc, tu dois trouver ton spot et tu dois tenir le micro. Et à ce moment-là, je me rappelle encore de voir les images où j'ai mon micro dans la shot de la caméra et je shake comme ça parce que je suis intimidé d'être à côté des Chantal Maccabé de ce monde et des autres journalistes que je n'avais pas eu la chance de côtoyer nécessairement. Donc ça a été ma première affectation. Peut-être 3 ou 4 jours plus tard, mon boss m'appelle, il me dit, écoute, rase ta barbe, mets-toi une cravate, tu t'en vas couvrir conférence de presse, début du championnat canadien d'athlétisme intérieur au complexe pas Marie-Victorin, mais Claude Robillard. Tu vas faire une entrevue avec Donovan Bailey. Hey, ça, c'est drôle. Rase ta barbe en plus. C'est quoi? C'était Bon. l'exigence. Ouais, ben c'est ça, écoute, ben là, il me dit ça. Et ça, c'est ça. Il me dit donc, voilà, prépare-toi, tu vas être live dans le bulletin de nouvelles. Donc là, je me dis, OK, c'est ma chance. T'sais. Puis dans ce milieu-là, ta première chance, tu ne peux pas la rater. Parce que Aïe, si tu aïe, as aïe. l'air fou, ça se peut que tu ne retournes plus jamais en nom. C'est Ouf. plate, c'est cruel, mais c'est comme ça. Donc, je lui dis à mon boss, Martin, il n'y a pas de problème, mais c'est hors de question que je rase ma barbe. Ma barbe fait partie de qui je suis. Donc, il est Wow. déjà là, un petit peu basé. Il me dit, OK, c'est beau, mais mets-toi une cravate, puis au moins taille là. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Fait que j'arrive là-bas, à ma première affectation, puis je réalise que mon entrevue va être en direct avec Donovan Bailey. C'est pas préenregistré et après Oh. ça, je parle de ski. Sauf que là, dans le fond, mon premier live, c'est de faire une entrevue en anglais et de me retourner vers la caméra et de traduire en français pour les téléspectateurs. Disons que Ah, le défi est de ok. taille pour une première entrevue. Non seulement ça, mais à ce moment-là, moi, je ne sais pas comment ça marche techniquement la télé. Moi, je me présente là avec un caméraman, j'ai le micro et tout ça, mais ce que je ne sais pas, c'est que pour faire un live, tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle un téléx, donc Ben oui. une oreillette qui est connectée dans la machine de diffusion qui me fait entendre le lecteur de nouvelles qui n'était pas le Rivard à ce moment-là. Et j'en ai pas.
Et là, je suis sur la panique parce qu'on s'en va en ondes dans 5 minutes. J'ai Donovan Bailey à côté de moi et il faut que je fasse l'entrevue. Donc, tous les paramètres sont là pour que je me plante royalement. Et là, juste à côté de moi, il y a un journaliste de RDS, Yannick Plante. Et il me voit un peu en détresse et il me dit « Hey, écoute, tiens, je te prête mon oreillette. » Et là, je me dis « Ouais, un gars de RDS qui me prête son oreillette. Ah ouais, je pensais qu'on était des compétiteurs, tout ça. » Ça me surprend pas de lui. Et finalement, Yannick me prête son oreillette. Je mets l'oreillette, je fais l'entrevue. Ça se passe numéro 1. Je finis, je lui redonne, je le remercie, je retourne à la station. Mon boss me dit parfait, excellent. Demain, tu t'en vas faire ci, tu t'en vas faire ça. À partir de maintenant, tu es journaliste en plus d'être rédacteur-monteur. Donc, ça a été une première expérience assez rocambolesque, mais voilà, à ce jour, écoute, je ne sais même pas si j'ai eu l'occasion de remercier Yannick Plante pour ça, mais il On le remercie. a sauvé la peau pour mon premier live. Donc, un gros merci à Yann Plante. Ben oui, en plus, qui est un des piliers maintenant de Sport 30, là, on le voit tous les jours, puis vraiment un excellent travail qu'il fait. De ton côté, tu as sûrement côtoyé plusieurs athlètes. Tu parlais d'un peu Alexander Ovechkin, ton premier scrum avec lui. Est-ce que tu as vraiment un athlète qui t'a intimidé? Ça se peut que c'est Ovechkin aussi, là. Mais est-ce qu'il y a un athlète que tu as rencontré dans n'importe quel sport confondu que t'en shakeais, tu avais les mains moites, tu perdais tes idées, tu as failli te choquer en ondes? Y en a-tu un que ça t'a fait cet effet-là? À la fin, je te dirais, les 3 dernières années, là, pour vrai, j'étais pas mal rendu inébranlable. Puis je pense que c'est ça aussi qui a fait en sorte que j'ai eu envie de quitter le métier. C'est juste que je sentais plus que j'avais la flamme. Parce que, tu sais, quand tu vois un athlète et que t'as plus aucun feeling ou tu vas voir un match et que t'as plus le feu qui brûle à l'intérieur de toi, je pense que ça, c'est pas bon signe, tu sais. Mais dans mes débuts, j'ai eu des moments... j'ai eu un moment en particulier où il a fallu que je fasse une entrevue avec Guy Lapointe, Larry Robinson, puis... écoute, Serge Savard? Comment? Serge Savard? Serge Savard, merci, oui, exact. Le Big Three. J'avais le Big Tree à côté de moi, puis Aïe. c'était vraiment, ça s'est passé à la dernière minute parce que le journaliste qui devait venir faire l'entrevue, c'était Renaud Lavoie, puis Renaud était coincé sur la passerelle en haut. Donc là, ils n'ont pas eu le choix de se retourner vers moi. Moi, j'étais à la couverture du Canadien à ce moment-là, mais je n'étais pas à la couverture du Canadien sur le broadcast. Ça, c'était un match du samedi soir, donc l'entrevue était dans l'avant-match. Et là, je me retrouve à côté d'eux et il y a le producteur qui me parle dans l'oreille, Martin et Louis-Philippe Neveu, qui me disent « OK, Nicolas, go, tu fais l'entrevue dans 3, 2, 1. » Et là, encore une fois, j'ai une entrevue à faire en français avec Serge Savard et Pointu, puis en anglais avec Larry Robinson. C'était intimidant. Je me rappelle, ça a bien été quand même, puis tout ça. Puis au final, j'ai eu encore plus d'opportunités par la suite, mais ça a été intimidant. Puis sinon, je ne vais pas te mentir que la première entrevue que j'ai faite avec Didier Drogba, il y avait un petit quelque chose de spécial parce que c'était tellement une grosse structure et je sentais les gens autour de moi extrêmement nerveux à l'idée d'être dans la même pièce que ce bonhomme-là. Et c'est ça qui me stressait encore plus que l'entrevue en soi. Parce que pour moi, un athlète n'est jamais nécessairement intimidant parce que je les vois pas à la même hauteur. Évidemment, ils ont beaucoup plus d'accomplissements. Mais je me dis, en face de moi, c'est quelqu'un qui est comme moi, qui va aux toilettes le matin, qui boit son café, qui est marabout. Pour moi, un athlète, c'est pas intimidant. Mais ce moment-là avec Didier Drogba, le premier moment a été extrêmement intimidant. Et le moment avec les 3 légendes du Canadien de Montréal, je te dirais que ça a été les moments les plus... qui m'ont fait shaker un petit peu. Wow, le pays, c'est drôle que tu dis ça parce que dans ces premiers matchs-là de Didier Drogba, dans une autre vie, j'ai déjà été mascotte. C'est un peu humilié de le dire, mais c'est ça pareil. Et j'étais mascotte au Stade Saputo pour la mascotte de BMO. Puis, tu sais, le gros ours bleu qui gossait les caméramans puis les journalistes, c'était peut-être moi. Puis, puis, dans le fond, ce match-là, j'avais vu naturellement la foule. Écoute, c'était jam-pack. Il y avait vraiment un stade salle comble, comme on dit, au Stade Saputo. Et puis, c'était vraiment spécial de voir l'énergie qui régnait dans la place. Et puis, à la fin du match, moi, je rêvais d'être photographe sportif. Ça fait longtemps que j'avais ce rêve-là, puis je le caressais en secret, j'en parlais pas trop. Et puis, j'avais un appareil qui traînait, tu sais, dans mon garde-robe, whatever, que j'avais pas vraiment sorti. Je savais pas trop comment il marchait. Et puis, cette journée-là, j'avais apporté mon appareil photo dans ma tête de mascotte. Je l'avais rentré. Je ne l'avais pas dit au genre de douanier qui te check en rentrant pour bip bip. Mais vu que j'avais un saut de mascotte, ils ne m'ont pas fait passer dans la machine parce que c'était trop gros, le sac, la poche de hockey que je traînais ça. Fait qu'ils l'ont passé sur le côté puis on dit as-tu des armes, quelque chose de métallique? Ou genre, vous pouvez regarder vite. Jamais qu'ils vont fouiller dans ma tête de mascotte. Je n'avais pas le droit de rentrer un appareil photo professionnel. Là, puis finalement, ça a passé. Je l'ai rentré pareil. À la fin du match, j'ai enlevé mon saut,
rendu quand il restait 10-15 minutes au match, tu n'es pas obligé de rester jusqu'à la fin. Là, je mets ça dans mon affaire, je reprends mon appareil photo et j'avais une passe pour aller n'importe où dans le stade, vu que j'étais une mascotte. Alors, je mets ma passe dans mon cou et là, je me mets à photographier un peu partout dans le stade jusqu'aux bordures de terrain parce que je n'avais pas le droit de rester. Justement, j'étais de mémoire à côté de toi parce que je t'avais vu. Et puis là, c'est là que j'avais vu Didier Drogba s'approcher. Puis juste son regard lorsqu'il m'avait regardé, là, j'avais tellement shaké que la photo était toute floue. Je l'avais serré tout de suite. J'étais parti en courant. Rarement un athlète m'a intimidé de la sorte. Fait que ça me surprend pas que tu dis ça. Ouais. Il y avait comme quelque chose, une aura de légende autour de lui. Là. Je peux pas dire c'était quoi, mais c'était unique, ce gars-là. Il était incroyable. Ouais, j'ai jamais été dans une pièce avec un gars avec une présence aussi puissante, honnêtement. Puis encore à ce jour, je suis un peu gêné de la façon dont l'ensemble des médias ont traité ce gars-là. Parce que Tellement. à l'époque, on me mettait énormément de pression dans la salle de nouvelles pour avoir le plus de Didier Drogba possible. Et j'étais avec des journalistes qui, eux, avaient peut-être un orgueil ou un ego démesuré par rapport à ce gars-là, tu sais. Puis il y a des choses qui se sont dites sur Didier Drogba qui font en sorte plutôt qu'aujourd'hui, ce gars-là a une opinion qui peut être teintée par rapport à la scène médiatique montréalaise. Puis ça me fait un peu de peine parce que c'est vraiment quelqu'un qui avait quelque chose de spécial. Puis je suis bien content d'avoir pu le côtoyer d'aussi près. Puis encore aujourd'hui, on a pas mal de gens en commun. Puis probablement que nos chemins vont se recroiser dans le cadre de mes nouvelles fonctions. Ça a été spécial de côtoyer ce gars-là. Puis encore à ce jour, même après avoir côtoyé les Zlatan Ibrahimovic de ce monde, après avoir fait des entrevues avec Oscar de la Hoya, avec David Beckham, clairement, la plus grande légende que j'ai côtoyée, c'est Didier Drogba et de loin. Et justement, j'ai une question pour toi. Ibrahimovic, es-tu vraiment aussi condescendant et lui-même s'appelle God? Fait que je me dis, est-ce qu'il est vraiment comme ça en personne ou c'est juste un rôle qu'il se donne pour. C'est tellement drôle, moi je le suis, puis c'est un rôle. Ce gars-là. Zlatan, c'est un acteur. Zlatan, il sait exactement ce qu'il faut dire pour vendre des billets. Puis, il joue son rôle à la perfection, mais tu sais, je l'ai rencontré plusieurs fois dans le cadre des matchs de l'Impact ou dans le cadre de ce qu'on appelle le car wash de la MLS à Los Angeles. Puis j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec lui pendant 15 minutes, one-on-one. Puis c'est le gars le plus smart que tu n'as pas vu. J'en doute pas, il a l'air tellement drôle. Et à partir du moment où tu ouvres la caméra, le masque est on. Et là, il va. Tu peux aller à la pêche avec lui, hein, parce que tu lui poses des questions puis il sait ce que tu veux. Il sait exactement quel genre de clip tu cherches. Donc, il va te donner ce que tu veux. Mais quand tu fais juste lui parler à l'extérieur, un bon bonhomme, ultra sympathique, qui, mine de rien, il a traversé la misère quand il était jeune, puis il n'a pas oublié d'où il vient, puis c'est pas quelqu'un qui est... je pense pas qu'il manque d'humilité au plus profond de son cœur. Je pense qu'il joue avec ça parce qu'il sait ce qu'il veut. Wow, tellement, c'est bon de voir ton regard là-dessus parce que je le vois tellement quand il est parti de Los Angeles. Je suis content de vous avoir permis de rencontrer Dieu en personne. Là, ça m'a tellement fait rire quand il a dit ça. Puis c'est un personnage, mais c'est un athlète incroyable. Je pense qu'il a encore 12 abdominaux visibles à son âge. C'est un athlète vraiment exceptionnel. Un peu à la Didier Drogba. Je peux dire, dans la MLS, on n'en a pas eu beaucoup. Là. Je ne mets pas Rooney ou tout ça dans la même catégorie selon moi, là, mais c'est quand même exceptionnel. Même David Beckham, c'est vrai, tu as dû le côtoyer aussi quand même à ses débuts avec le Galaxy. Ben, en fait, non. À ses débuts avec le Galaxy, moi, je n'étais pas encore à la couverture du soccer, mais je l'ai côtoyé quand il est revenu à Miami pour faire l'annonce de sa nouvelle franchise. Puis j'avais eu l'occasion de faire une émission spéciale. En fait, j'avais produit, monté, puis fait une longue entrevue avec David Beckham, avec les frères Mas, avec Marcelo Claure pour une émission spéciale qu'on avait diffusée sur les ondes de TVA Sport. Donc, j'ai rencontré David Beckham. Je te dirais que là aussi, c'est un moment qui est assez spécial parce qu'on était dans le centre des congrès de Miami et TVA Sport étant l'un des diffuseurs principaux de la MLS, ben, il y avait seulement 4 chaînes de télé qui avaient droit à une entrevue avec David Beckham. Donc, il y avait une chaîne espagnole, il y avait ESPN et, écoute, je ne me rappelle pas c'est quoi la quatrième. Ah oui, TSN. Donc, ESPN aux États-Unis, TSN, une chaîne hispanophone et TVA Sport. Et au moment où je faisais l'entrevue avec lui, c'était très, très timé. C'était un 6 minutes, pas plus, pas moins. Et il y avait tout le monde qui était autour. Donc, tous les médias, quand c'était pas à leur tour de faire l'entrevue, se rassemblaient autour pour regarder l'entrevue, pour voir qu'est-ce qu'il va poser, lui, que j'ai pas posé. C'est pas stressant, hein?
c'est pas nécessairement d'avoir David Beckham en avant de moi, mais c'est de savoir que tout le monde autour écoutait absolument chacune de mes paroles. Puis quand tu es francophone, mine de rien, et que tu fais des entrevues en anglais ou en espagnol, des fois, ça peut être intimidant juste à cause de la langue. Tu veux pas avoir l'air fou, tu veux pas avoir l'air de pas bien parler la langue de l'autre personne. Donc, c'est un peu intimidant, mais comme je te dis, l'aura de David Beckham est pas mal moins impressionnante que celle de Didier Drogba. Et plus comme, j'imagine, une vedette d'Hollywood, un peu comme glamour, mais peut-être moins légendaire. Il y a peut-être de quoi de moins spécial un peu. David Beckham n'a pas stoppé de guerre. Donc, Ça, c'est la meilleure déclaration du podcast, ça, c'est sûr, jusqu'à la fin. Pas de pression. Non, vraiment, c'est très bien. Wow, OK. Ben, là, je vois le temps qui file, puis il faut vraiment que je rentre dans le vif du sujet, mais là, je veux qu'on parle de ta transition. Le moment qui t'a, en fait, décidé de là, je tire ma révérence sur peut-être pas pour toute ta vie, mais en tout cas, tu tentes un nouveau défi professionnel, c'est-à-dire de lancer ta propre agence spécialisée dans la représentation d'athlètes sportifs. C'est quand même un gros risque parce qu'on sait que tu avais une permanence à TVA et là, de tout laisser tomber, surtout que tu as travaillé fort pour en arriver là, puis c'est un peu le summum, tu arrives dans, que ce soit TVA Sport ou RDS, tu es au plus haut niveau, tu as un titre qui est vraiment très significatif, c'est-à-dire d'être reporter en chef pour l'Impact de Montréal. C'est quand même gros. Là, tu laisses tout ça tomber pour lancer ta propre entreprise. Le risque doit être, le stress aussi doit être quand même assez présent. Tu ne veux pas te planter, mais est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu as dit, moi, il n'y a aucune chance que je me plante, je fonce, puis je sais à quoi m'attendre? ouais, deux choses. Premièrement, ça faisait déjà plusieurs années que j'y songeais de faire une transition, de quitter TVA Sport. Euh, Parce que j'ai un peu déchanté par rapport au milieu du journalisme sportif. J'ai réalisé que quand tu es journaliste sportif, quand tu es un jeune qui veut rentrer dans ce milieu-là, pour toi, si tu atterris justement à RDS ou à TVA Sport, c'est ta ligne nationale. Donc, tu veux à tout prix en arriver là. Et quand tu arrives là et que tu réalises que les journalistes sont souvent pas respectés par ni les fans, ni les athlètes, et que tu te fais appeler le journaleux ou que tu te fais traiter de tous les noms parce que tu es à TVA Sport, par exemple, je réalise que le manque de respect était, pour moi, c'était comme, j'ai pas besoin de ça. T'sais. Si les gens respectent pas là où j'en suis arrivé, moi, ben, pourquoi je me casse la tête, dans le fond? T'sais? Parce qu'au final, le rêve n'est pas aussi étincelant que ce à quoi tu peux penser quand tu es plus jeune. Donc, il y a plusieurs facteurs. T'sais, premièrement, tu arrives dans le vestiaire du Canadien, tu es considéré comme une moindre merde parce que tu tiens un micro. Ça a été la première réalisation pour moi. Je me suis dit, ces joueurs-là qui ont 23, 24 ans, ils ne réalisent pas que moi, je suis dans ma ligue nationale. Donc, ils ne me respectent pas, ils n'apprennent pas mon nom, ils s'en foutent de qui je suis, puis ils ne me regardent même pas quand je leur pose des questions. Wow! Donc, ça a été la première chose pour moi. Très, très rapidement, en 2014-2015, quand j'ai été sur mes saisons du Canadien, je me suis dit, je ne veux plus couvrir le hockey. Clairement, ces gars-là, ils sont pas mal moins respectueux que ce que je vivais quand je couvrais l'Impact. Puis l'autre chose, ça a été, à un certain moment, j'ai réalisé que les horaires, si je voulais bâtir une vie à l'extérieur du boulot, ben, c'était extrêmement difficile parce que je ratais toutes les fêtes, tous les mariages. J'étais tout le temps parti. Je vivais une vie incroyable. Tu sais, j'étais dans les hôtels, puis tout ça. Puis, tu sais, les hôtels 5 étoiles partout aux États-Unis, tu es payé pour être là. Tu ne payes pas une scène non plus dans les hôtels. Tu fais livrer un burger, puis tu écoutes HBO le samedi soir. C'est pas gênant, c'est le fun. Mais en même temps, toute la contrepartie que les gens ne comprennent pas parce qu'ils me voient faire des stories sur Instagram dans un restaurant super cool de Philadelphie, ils pensent hey, ce gars-là vit le rêve. Mais pendant ce temps-là, moi, j'ai 4 chums à la maison qui boivent une bière sur un divan en écoutant une game du Canadien. Moi, ça, je le fais plus, tu sais. Je l'ai pas refait depuis mon début de vingtaine. Fait qu'il y avait ça. Donc, il y avait l'espèce de manque de respect à l'égard du métier qu'on faisait, le manque de respect à l'égard de TVA Sport, alors que les gens, puis ça a juste été une mode qui a été perpétuée. Hey, TVA Sport, c'est de la merde. Non, TVA Sport, c'est pas de la merde. Portez attention à ce que les gens font, puis arrêtez d'avoir votre espèce d'opinion juste parce que Pierre Houde est une légende. Moi aussi, Pierre Houde, c'est une légende. Il n'y aura pas meilleur que Pierre Houde. Mais de cracher sur une chaîne entière à cause que vous trouvez que le descripteur est pas aussi satisfaisant que Pierre Houde ou que le journaliste, vous le trouvez un peu fendant, ça fait pas de la chaîne au complet une chaîne de marde. Moi, ça m'a affecté parce que ça faisait en sorte que j'étais gêné de dire que je travaillais à TVA Sport pendant des années. T'sais. Parce que je me disais, bon, je sais très bien ce que la personne va penser. T'sais, j'arrive dans un party, ah, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, moi, je suis journaliste sportif. Ah ouais, t'es où? À TVA Sport.
Et là, il va rien dire devant moi, mais je sais ce qu'il pense dans sa tête. Puis je suis tout le temps obligé de dire comme, ben non, écoute, as-tu déjà écouté le soccer? Tu saurais très bien, nanana. Donc ça, c'était lourd. Puis l'autre grosse partie, c'est en couvrant le soccer, tu sais, je t'ai dit au début, je n'étais pas un fan de foot du tout, je connaissais pas ça. Quand mon boss m'envoyait là au début, c'était parce qu'Élisabeth Rancourt changeait de beat et s'en allait sur le beat du Canadien après avoir passé plusieurs années à faire un peu de tout. Donc, il m'envoyait là, j'étais comme, ah, tu me niaises, ça me tente pas de faire ça. J'ai pogné la piqûre extrêmement rapidement, tellement que j'ai comme voulu en apprendre davantage sur le système, sur la façon dont fonctionnaient les choses. Puis après 2-3 ans, quand j'ai commencé à vraiment me sentir à l'aise dans ce milieu-là, quand j'ai commencé à être, entre très, très gros guillemets, là, avec, je dis ça avec toute l'humilité du monde, à devenir un peu une référence au Québec là-dessus, Ouais. j'ai réalisé que les ressources pour les joueurs étaient pratiquement inexistantes et qu'il y avait quelques agents ici et là, mais qu'il y avait énormément d'amateurisme et que les joueurs qui se rendent jusque-là ont droit d'avoir un service impeccable. Et je voyais la place qui était vacante et là, je me suis dit, OK, hors de question que ce soit des agents anglais ou espagnols ou peu importe qui viennent ici et qui prennent soin des meilleurs joueurs. Ils ne connaissent pas la réalité. Donc, si j'ai à partir de cette agence-là, il faudrait que je le fasse maintenant. Et j'ai rencontré sur mon passage Jonathan Beaulieu-Bourgault, qui était mon collègue analyste à TVA Sport, qui lui a joué en Allemagne, qui voulait partir ça aussi et qui avait ses études en droit à l'Université de Montréal. Et Wassim Garmoul, qui était déjà agent, qui est un gars de Québec, d'origine tunisienne, vous l'aurez compris, qui lui, on avait eu l'occasion d'échanger parce que j'étais journaliste et lui était agent, puis mine de rien, quand tu es journaliste, tu essaies d'avoir des sources. Wassim, la relation s'est développée comme une relation plus profonde que agent-journaliste, mais plus comme un échange de connaissances. Et à un moment donné, on s'est rendu compte, hey, probablement qu'on serait capable de faire quelque chose d'exceptionnel ensemble. Donc, j'ai rassemblé Wassim et Jonathan. J'aurais dit, les gars, je pense qu'ensemble, on pourrait faire de grandes choses. Ça vous tente dessus? Oui. OK, c'est bon, je vais faire le pas. Puis, match des étoiles à Orlando l'année dernière. Donc, c'était au mois de juillet, début août 2019. J'étais en négociation de contrat pour rester à TVA Sport. Et ça, je pense que je ne l'ai jamais dit, mais j'étais assis sur le bord de la piscine avec le grand patron de TVA Sport qui me dit, bon, ben Nicolas, on aimerait te garder. Voici comme ton nouveau contrat, 3 ans. Ça marche un peu comme dans les sports professionnels, dans ce milieu-là. Ouais. Quand tu as atteint un certain niveau où tu fais vraiment plein de trucs, on appelle ça des rachats de temps supplémentaires. Tu ne calcules pas tes heures, tu as un meilleur salaire, puis tu fais essentiellement ce qu'on veut quand on veut. Donc voilà, on t'offre un nouveau contrat de 3 ans, nanana, puis là, c'est le moment où la veille du match des étoiles, alors que tous les gros patrons de TVA étaient là, puis tout ça, j'ai dit, écoute, je me sens touché, c'est gentil, puis tout ça, mais je tiens à t'aviser que c'est ma dernière saison, puis qu'après la Coupe MLS du mois de novembre, je quitte officiellement mes fonctions pour relancer mon agence. Puis le conflit d'intérêt serait trop grand pour moi pour demeurer. Donc voilà, je pense que c'est ici que va s'arrêter mon parcours. J'aimerais pouvoir continuer à faire des missions pour vous, mais je peux pas continuer dans ce qui s'appelle foot, hockey ou peu importe, parce que mine de rien, ben, c'est ça, il y aura conflit d'intérêt. Donc, c'est là où ça s'est terminé. Puis, honnêtement, mes boss l'ont super bien pris. Ils ont vraiment été exceptionnels parce qu'à ce moment-là, ils auraient pu me dire, OK, Nicolas, tu prends l'avion, tu t'en vas, c'est quelqu'un d'autre qui va animer le match des étoiles de demain. Mais non, ils m'ont laissé là. Ils m'ont laissé finir la saison au complet. J'ai eu l'occasion de triper avec ma gang à Seattle pour la Coupe MLS. Puis voilà, 28 novembre l'année passée, on a fait le lancement de notre entreprise. Puis depuis, voilà, je gère une boîte, une agence de représentation de l'athlète professionnel. Incroyable. Ben, écoute, je te lève encore plus mon chapeau. Je te respectais, mais là, j'avoue que je te respecte une coche encore plus parce que c'est incroyable d'avoir, surtout partir là, ton parcours scolaire que maintenant on connaît, de faire autant de trucs, puis de ne pas te mettre de barrière, de ne pas te mettre de limite, de dire tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux et tu fonces. That's it. Vraiment, je te lève mon chapeau. Et puis, écoute, tu as abordé plein de points intéressants que j'aimerais qu'on élabore un peu plus là-dessus. Juste dire aux gens, parmi déjà tes clients, tu as quand même Laurent Simon, ceux qui se rappellent de Laurent Simon avec l'Impact de Montréal. C'est quand même une figure très importante des dernières années de l'Impact.
qui est aujourd'hui avec le Toronto FC, je pense, si je me Ouais. mémoire. Également Steven Saba, qui est un nouveau, plus venu en Amérique du Nord. Là, il était plus en Haïti, je crois, auparavant. Et Maxime Tissot aussi, qui était anciennement dans l'organisation de l'Impact de Montréal aussi. C'est vraiment, tu sais, tu as plusieurs clients aussi qui sont dans la jeune relève, qui vont graver les échelons. Ton but aussi, c'est de les apporter à ce prochain niveau-là, puis tu sais, des avoir déjà à leur plus jeune âge, puis des garder plus longtemps dans ton organisation. Fait que félicitations là-dessus. Et c'est important ce que tu as dit sur TVA. J'aimerais qu'on en revienne un peu là-dessus parce que tu as mis le doigt sur ce que peu de gens parlent parce que c'est tellement comme tabou, on dirait. On dirait qu'il faut tout le temps qu'on compare TVA RDS, puis je ne m'en cache pas, je l'ai fait aussi. J'avoue que, comme tu dis, Pierre Houde est une légende. Pierre Houde est incroyable au hockey, mais le Canadien de Montréal, c'est une religion au Québec. Et lorsque, je pense que le clou dans le cercueil un peu de TVA, ça a été de prendre les droits de la LNH. C'est niaiseux, parce qu'en faisant ça, c'est là que les critiques sont devenues énormes à l'endroit de TVA. Et auparavant, j'adorais écouter TVA Sport parce que je trouvais que ça se diversifiait. C'était très différent de RDS. Tu avais des sports que tu avais moins. Il y avait, tu sais, naturellement, moi, je suis un maniaque de baseball, comme tu peux voir en arrière. D'avoir Roger Brulotte, Jacques Doucet, tu sais, c'était ah wow, ils réussissent à réunir le duo que j'adore tant écouter, même malgré tout le respect que j'ai pour Marc Griffin à RDS, que j'ai reçu au podcast aussi. Ça reste que c'est peut-être là la différence. Je pense que lorsque on est arrivé avec le hockey, on a vu des Patrice Brisebois se faire carrément crucifier sur la place publique. Est-ce qu'il y aurait eu le même traitement à RDS? Peut-être, c'est déjà arrivé à Benoît Brunet. Ça reste que lorsqu'on devient un joueur analyste, c'est encore plus difficile parce que c'est pas un métier qui est naturel à la base, qu'on apprend, qu'on s'améliore. On en voit aujourd'hui qui sont excellents, Denis Gauthier, Guy Carbonneau, tout ça qui sont très bons. Mais on dirait que c'est arrivé à TVA vraiment, l'équipe était peut-être pas parfaite, c'était correct, c'était pas la même coche si on veut que RDS, mais ça a créé une espèce d'attente que les gens ont été un peu déçus et tout de suite la comparaison. Ouais, mais Pierre Houde prononce les noms de telle façon. Ouais, mais là, Félix Séguin prononce d'une autre façon. Tout de suite, c'était peut-être là la différence. Et moi, le seul reproche que je faisais, puis je le dis ouvertement, j'espère ne jamais avoir un jour un entretien avec TVA pour autre chose, mais je le dis ouvertement, je n'ai pas la langue dans ma poche. C'est un peu le sensationnalisme qui est un peu exagéré certaines fois. Je pense à Dave Morissette, que je respecte beaucoup, que j'espère recevoir au podcast un jour, mais c'est des fois un peu trop. C'est juste, j'ai l'impression qu'on a moins de flafla à RDS et je pense que c'est là l'opinion des gens qui font on n'a pas besoin d'entendre crier dans l'écran pour nous dire un commentaire ou avoir les baguettes dans les airs tout le temps. Tu peux le dire simplement avec des propos qui sont justifiés. C'est pas tout le monde à TVA Sport qui sont comme ça, mais certains en beurrent un peu trop épais. Même JC, que j'ai énormément de respect pour lui, que j'ai fait 2 fois ses portraits, que j'ai rencontré en personne parce que je dessine aussi. Puis c'est vraiment quelqu'un que je respecte énormément. Mais il est différent depuis qu'il est à TVA, je trouve. Ça, c'est une opinion. Mais tu sais, ça reste que c'est tout ça qui fait que peut-être les gens ont une opinion un peu raide. Je te l'accorde, là, très raide parfois envers les gens qui travaillent pour eux. Et c'est plate que ça t'enlève de la crédibilité. Puis tu as raison sur ce que tu dis. C'est vraiment important de le dire. Tu n'as pas moins de crédibilité. Tu n'es pas un moins bon journaliste. Puis, c'est pas vrai que les gens travaillent moins fort à TVA qu'à RDS. C'est le même travail. C'est vraiment important de le dire. Parce que tu as parlé de Patrice Brisebois, par exemple. Je sais que Patrice a eu de la difficulté. Pour lui, ça n'a pas été facile. Puis il y a eu du coaching puis tout ça. Puis écoute, des fois, tu n'es juste pas fait pour faire ce métier-là non plus. C'est difficile de faire de la télévision. Les gens à la maison pensent que c'est facile. Quand les caméras sont ouvertes, puis qu'il y a des spots de lumière dans ta face, puis tu sais que de l'autre côté de la caméra, il y a 1 million de personnes qui te regardent, je te garantis que la grande majorité des gens qui sont assis à la maison chieraient dans leur froc. C'est la réalité. T'sais. Fait que c'est vraiment un job qui est cruel, qui est difficile, puis à un certain moment, peut-être même que Patrice, la plug aurait dû être tirée plus rapidement pour comme lui permettre de souffler un peu, parce que pour lui, ça a été difficile, puis il lisait les critiques en plus, fait qu'il savait ce qu'il se disait sur lui, ça lui mettait encore plus de pression, puis éventuellement, ça faisait en sorte qu'il était ridiculisé sur les réseaux sociaux, puis ça, je trouve ça un peu dommage. Ceci étant dit, un gars comme Félix Séguin ne mérite pas les critiques. Parce que je comprends sa voix peut-être un peu différente de celle de Pierre Houde, puis ça peut être agressant pour certains, puis à un moment donné, il a dit le premier but de l'histoire du Canadien de Montréal sur les ondes de TVA Sport, puis c'est un peu gênant, puis même lui le sait que ça a été un peu gênant. Mais c'est le gars le plus préparé que j'ai jamais vu de ma vie. C'est le gars le plus professionnel que j'ai vu de ma vie. Ce gars-là, c'est une machine de guerre.
Enrico Ciccone, quand il était Ouais. analyste à TVA Sport au début, Enrico, il n'a pas eu le crédit qu'il méritait parce que ce gars-là, c'était un méchant bon analyste, un communicateur hors pair. Puis Enrico Ciccone, pour moi, à ce moment-là, était le meilleur de la business, honnêtement. Michael Lalancette, pour vrai, Ouais. là, mad respect à Stéphane Leroux. Michael Lalancette est sur une autre planète au niveau des connaissances puis au niveau du professionnalisme. Michael Lalancette est le meilleur journaliste de hockey junior, je pense qu'on a pu avoir au Québec, puis les gens Il a réalisent. quitté récemment, là, c'est important. Ceux qui ne le savaient pas, il a quitté, je pense, 2-3 semaines TVA Sport, lui aussi, dans la vague de départ de TVA. Là. Il a quitté par ses propres moyens, mais c'est un gros, gros départ que TVA on doit faire face en ce moment. Là. Exactement. Donc, il y a des gens qui se sont découverts, il y a des gens qui ont éclos à TVA Sport, puis malheureusement, ces gens-là n'ont pas assez de crédit et l'espèce de discours qui est populiste et populaire au Québec, que TVA Sport, c'est de la merde, ça fait mal à plusieurs jeunes journalistes ou à plusieurs jeunes animateurs Oui. qui rêvaient d'être dans ce milieu-là et qui éventuellement, le poids de la critique et le poids de des gens dans leur salon qui ne réalisent pas que leurs propos ont atteint, ben, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui décident juste de quitter, de tirer leur révérence plutôt que de se faire chier dessus par des gens qui ne réalisent pas la réalité. T'sais. Tellement vrai. Ben, c'est vrai qu'on est très dur dans notre salon, mais on n'est pas dans vos culottes non plus. Ouais. C'est important de faire attention lorsqu'on donne un commentaire, même sur les réseaux sociaux. Depuis le début de la pandémie, je trouve que c'est tellement pire encore. Les gens se permettent de dire des trucs, se permettent de. On dirait quand on. Un peu comme l'histoire du papier de toilette dans les épiceries ou les sapins de Noël en ce moment. On dirait quand on pogne une manie, tout le monde fait pareil, puis là, il faut que tout le monde embarque dans le bateau de l'autre. Ouais. Je trouve ça un peu étrange, la société, dans quoi qu'elle s'en va en ce moment. J'espère que ça ne restera pas comme ça, mais il faut faire attention parce que on pense que les gens comme toi qui étaient journalistes ne le voient pas nécessairement parce qu'on se bat, il est dans la télévision, il ne saura pas ce que je dis sur lui, mais certainement que vous devez vous laisser affecter, veux pas, par les commentaires, les critiques sur les réseaux sociaux. Ah oui. C'est sûr que ça vous affecte. Là. Ben, c'est sûr que ça nous affecte. Je connais pas une personne qui lit pas les commentaires sur lui-même après être allé à la télé. Je sais que Renaud, pendant des années, avait juste turn off les notifications sur Twitter parce que à un moment donné, il était tanné du salissage. Ah ouais. Puis je peux le comprendre. Tu sais, Renaud, mettons, je vais te donner son exemple parce que pour vrai, j'ai jamais été victime d'intimidation, j'ai jamais eu de mauvais commentaires sur les réseaux sociaux, puis je m'en compte extrêmement chanceux. Mais je sais que pour certains collègues, ça a été difficile. Un gars comme Renaud, regarde, qu'est-ce que tu veux? Il a une face comme. Sa face, il a un peu une face de fendant, tu sais. Puis il sait que ce gars-là, c'est une bonne personne. Tu sais, les gens qui vont, à cause qu'il a une face de fendant, qui vont dire ouais, ce gars-là connaît rien, il est plugué sur le compte de Bob McKenzie pour sortir ses scoops, ou peu importe. Genre, à quel point les gens peuvent penser des niaiseries et colporter des niaiseries, tu sais. Un gars comme Renaud, si vous voyez son téléphone et sa liste de contacts et le nombre de textos qu'il peut recevoir de des gens dans la Ligue nationale, de des DG, de des agents, les gens réaliseraient que ce gars-là est un des gars les plus pluggés au niveau hockey sur la planète. Mais J'en doute les pas. commentaires sur Twitter, ça va être « c'est un maudit pas bon, il connaît rien, il n'y a aucun contact ». Et là, après ça, ben, c'est partagé, puis repartagé, puis repartagé. Puis là, les gens le répètent tellement qu'à un moment donné, ben, les gens le croient. Donc, comme je te dis, moi, je n'ai pas été victime de ça, puis j'ai été chanceux. Puis aussi, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour partager avec les fans. Tu sais, j'ai jamais hésité à juste comme jaser. Puis s'il y avait quelqu'un qui décidait de me ramasser sur les réseaux sociaux, moi, j'ai jamais eu peur de juste lui répondre. Parce que tu es un humain comme moi, puis si je te croise dans la rue, vas-tu me dire la même affaire? Probablement pas. Donc, j'ai pas peur d'aller au duel, si on veut, sur les réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui le font pas, qui préfèrent s'abstenir. Ça leur fait plus mal que d'autres choses parce qu'après ça, les gens se permettent encore plus d'en ajouter sur la pile. Puis voilà. Mais Ça devient difficile. effectivement, les réseaux sociaux, c'est cruel. Oui, puis tu sais, c'est bien que tu en parles parce que c'est ça, Renault, c'est drôle, c'est un exemple que j'avais eu dans la tête tantôt. Tu sais, moi, je l'admets, la date limite des transactions, pour moi, c'est lorsque je suis en congé, puis ça donne bien là, dans une année. C'est sûr que je suis arrivé de 10 h le matin à 6 h devant mon téléviseur et je ne bouge pas de là. Je suis un maniaque de cette journée-là, même si à chaque année, on est déçu. Ça me fait tout le temps plaisir d'écouter ça. Mais moi, c'est sûr que, tu sais, souvent, mon meilleur ami, lui, est plugué sur RDS. Moi, j'ai dit, moi, c'est TVA Sport. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des affaires que je l'admets, je joue que par DS, mais la date limite des transactions, je n'ai jamais été déçu une fois à TVA Sport, puis c'est en grande partie à cause de Renault.
qu'on dise ce qu'on veut sur, qui est plugué sur le compte d'un autre ou whatever, ça reste que la notification, là, j'ai TVA Sport et j'ai RDS dans mon téléphone cellulaire que je reçois à chaque fois s'il y a une transaction ou quelque chose du genre. À tous les jours qu'il y a quelque chose, un gros, comme Galchenyuk qui a été échangé contre Max Domi, je l'ai su, je pense, 15 minutes avant la notification d'RDS. Soit qu'ils sont plus rapides sur la gâchette, le bureau des notifications, ou simplement parce que les journalistes sont une coche en avant un petit peu. Mais sincèrement, à toutes les fois, c'est TVA Sport en premier. Et lorsqu'il y a une transaction ou il y a une alerte signature à TVA Sport, que je la regarde en direct à la télé, que je vois Renaud Lavoie sur son BlackBerry, puis dans le temps, puis il est là, OK, transaction. Puis là, ils viennent de dire live à la télévision. J'appelle mon ami, puis je ne sais pas, moi, je suis sur Hockey Buzz, ça ne sonne pas. RDS, ils ne l'ont pas dit. Comment ça se fait? Je vais aller voir TSN. Ils ne disent pas, t'es sûr de ta source? C'est Renault. Ouais, Renault, tu sais. Non, t'es sûr? C'est tout le temps vrai. C'est ça, mais les fans de hockey doivent donner le respect à Renaud Lavoie. Je comprends. Tu sais, des fois, on se laisse porter par le jugement parce qu'on n'aime pas la face de quelqu'un. Puis encore une fois, là, Renaud, je l'ai côtoyé. C'est un maudit bon Jack, il est baveux, puis il a une face de baveux. Fait que c'est facile, là. C'est facile pour le fan du Canadien de faire comme « Ah, je l'haïs, Renaud Lavoie, il est tellement détestable. » Puis il le sait, en plus. Puis à la limite, il joue avec ça. Mais ça ne l'aide pas. Moi, je ne ferais jamais ça parce que je ne serais pas capable d'accepter la critique autant que ça. Lui, il s'en fout, visiblement. Ou, en tout cas, il ne laisse pas paraître ses émotions. Mais derrière, Renaud, c'est un méchant bon journaliste puis il a un œil de hockey exceptionnel. Fait que, tu sais, faut le respecter pour ça. Fait que je t'invite à être le chevalier de la défense de Renaud Lavoie en ce qui a trait à son journalisme. Après, ce qu'il dégage, je vais le défendre lorsque je crois que ça en vaut la peine, effectivement, parce que c'est vrai qu'il fait du bon travail, mais j'avoue qu'il y a des bouts. C'est sûr que tu ne peux pas tout le temps avoir raison. Tu sais, quand tu es toujours dans le but de sortir un scoop, tu en as probablement déjà sorti un scoop puis, ou dit ton opinion publiquement, puis finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Pourtant, ta source était béton, mais écoute, il y a des choses qui peuvent arriver. Là, tu sais. Exactement. Ça arrive. Là. Mais il faut faire attention à ça. J'aimerais savoir rapidement ton opinion, justement, surtout, on en a parlé rapidement, les vagues de départ de TVA Sport. Tu as beaucoup de tes amis, tes collègues personnels qui ont soit perdu leur emploi dû à la situation exceptionnelle qu'on vit en ce moment, ou simplement des gens qui ont quitté volontairement le bateau. Il y en a qui disent le bateau avant qu'il coule, mais je ne suis pas prêt à dire ça encore, là, mais c'est sûr que tout dépend de la longueur de la pandémie. J'imagine qu'un jour, une station ne peut pas survivre, station de sport ne peut pas survivre sans sport, on s'entend là-dessus. Comment toi, tu l'as vécu de voir tous tes collègues partir, certains qui, on ne sait pas ce qui va arriver avec eux non plus? Ben, c'est sûr que je trouve ça triste parce qu'il y a beaucoup de journalistes là-dedans qui avaient énormément de talent. Tu sais, Nancy Audet qui est partie, qui était une référence au niveau de la boxe, qui est une humaine exceptionnelle, qui est un atout formidable dans une salle de nouvelles. Je pense que cette fille-là, elle va se replacer très, très rapidement. Puis, c'est tant mieux si c'est pas dans le sport. Je pense qu'elle est rendue ailleurs, mais Nancy, c'était une méchante bonne journaliste. Michael Lalancette, encore une fois, plus grosse perte de TVA Sport, à mon avis. Michael est un journaliste formidable, puis un gars qui est vraiment, vraiment bien plugué et bien préparé. Donc, j'espère pour lui, puis je suis pas inquiet non plus. Je sais qu'il y a eu des offres d'emploi partout ailleurs. Là. Michael aurait pu se placer dans un autre média. Ça fait des années. Là. Il y a eu des offres. Il aurait pu aller sur la couverture du Canadien, Michael Lalancette, en passant. Mais c'est lui qui a décidé qu'il restait sur la Ligue junior la Ligue de hockey junior majeur du Québec parce que c'est un vrai passionné de hockey junior. Puis ben, pour les autres, écoute, je veux dire, ça fait partie du métier. TVA Sport a décidé de ne pas miser nécessairement sur son bulletin de nouvelles. Puis les bulletins de nouvelles, c'est ce qui engage le plus de monde. C'est ce qui engage les rédacteurs-monteurs, c'est ce qui engage les lecteurs de nouvelles, les réalisateurs, les chefs de pupitre et les reporters sur le terrain. Donc, si ton bulletin de nouvelles ne pogne pas parce que tu le diffuses la nuit, ben, tout ce beau monde-là n'a plus de job. Donc, c'est la raison pour laquelle ils se sont malheureusement départis de plusieurs. Il y a eu des départs volontaires, mais c'est souvent des départs volontaires qui ont été fortement suggérés avec des cachets de départ parce qu'il n'y avait plus de place pour eux en nombre. Donc, c'était soit tu t'en vas écrire des nouvelles pour TVA Nouvelles, soit voici un cachet de départ et on t'invite à trouver une autre solution. C'est difficile parce que on l'a tous remarqué certainement. Là, je vois Frédéric Guay la fin de semaine à LCN. Je vois aussi, est-ce que j'ai un blanc de mémoire dans son nom, Stéphane.
Il était lecteur de nouvelles à TVA Sport avant. Là. Stéphane Langdo? Non, pas Stéphane Langdo, excuse-moi. Stéphane Grondin. Stéphane Grondin, c'est ça. Ouais, moi aussi, je m'en ai dit Langdo, c'est pour ça que je ris. J'avais le même nom en tête, je ne sais pas Stéphane Langdo. Non, c'est ça. Stéphane Grondin, qui est maintenant à LCN aussi la fin de semaine, tu sais, qui est pauvre lui en plus. Non, c'était Frédéric Guy qui était là quand on a appris l'élection la non-élection, en fait, de Donald Trump pour Joe Biden. Tu sais, je me dis, toute la semaine, ils sont là, 24 heures sur 24. Pierre Bruno, Sophie Thibault, il espère avoir le fameux scoop, effectivement. Ouais. Puis là, c'est Frédéric Guy qui est pogné avec la patate chaude dans les mains, puis c'est tu sais, qu'on te veuille ou non, c'est une fille de sport, puis là, tu la mets dans les nouvelles. J'étais comme mal à l'aise à regarder ça. Au moins, ça lui donne de la job, je suis content pour elle, mais en même temps, c'est triste qu'elle ne peut pas continuer dans son sport. Même Elisabeth Rancourt, qui est revenue aux nouvelles aussi. Tu sais, c'est triste, mais en même temps, tu sais, ça lui donne des emplois quand il y en a comme moi qui n'ont pas retrouvé le contrat. Fait que je comprends aussi l'autre envers. Exactement. Non, non, non. Ben, regarde, c'est triste, mais en même temps, une job dans les médias, ça va toujours être difficile à garder. Fait que s'ils ont la chance de rester là, je suis bien content. Puis il y a encore des maudits bons journalistes dans cette salle des nouvelles-là. Ils sont au web. Souvent, vous ne les voyez pas, là, mais il y a des journalistes web qui ont énormément de talent. Je veux parler de Nicolas Cloutier, qui est un gars qui est vraiment très, très talentueux. Mon petit frère Anthony Martineau, qui est encore là. Il y a eu Louis-André Larivière, qui est un bon journaliste, qui est tout le temps à la chasse au scoop. Sébastien Auger, il y en a beaucoup. Yann Gauthier, il y a beaucoup de bons journalistes à TVA Sport que vous ne voyez pas, mais qui sortent des textes sur le site web de TVA Sport et qui vous abreuvent en information. Mais ces gens-là, il ne faut pas les oublier parce qu'ils ont beaucoup de talent aussi, puis ils sont bien plugués eux aussi, puis ils veulent vous servir le plus possible d'informations. Puis c'est la même chose à RDS en passant. Beaucoup de rédacteurs web qui sont très talentueux, puis qui ne sont jamais mis de l'avant. Mais c'est Nicolas Landry, par exemple, de RDS. C'est vrai, je le lis souvent, lui, il est très bon. Ouais, donc voilà, il y a plein d'autres gens qui vous informent, pas juste ceux-là. Puis il y a plein de bons gens aussi qui ont perdu leur job, qui étaient derrière la caméra. Donc, je veux les saluer aussi parce qu'ils ont travaillé fort dans les dernières années pour faire de TVA Sport ce que c'est aujourd'hui. Tellement vrai. Écoute, c'est bien de le mentionner parce qu'on n'en parle pas assez. Puis je voulais te recevoir parce que tu l'as vécu de l'interne, puis en même temps, tu le vois un peu plus maintenant de l'extérieur. En terminant, j'ai 2 questions rapides pour toi. Je te dis tout de suite, je vais te préparer. Je vais te dire ma deuxième question en premier. Tu vas comprendre pourquoi. Je vais te laisser mijoter là-dessus pendant que tu réponds à l'autre. Trouve-moi une anecdote sur Janie Potvin-Duval que tu veux raconter pour que tu puisses avoir ta douce revanche parce que tu as écouté le podcast en premier. C'était rien de méchant, c'était juste drôle. Mais on en avait des papiers sur toi. Et également, la dernière question que je voulais te poser, là, on voit l'industrie du sport qui est inactif en ce moment, mais on a vu la fin de l'Impact de Montréal. Un match tellement crève-cœur, même si je sais que tu ne veux plus commenter les matchs nécessairement, tu peux certainement dire ton opinion sur ce dernier match que je suis convaincu que tu as écouté avec passion. Comment tu as vécu ce but crève-cœur-là dans le dernier jeu, la dernière séquence du match? C'était cruel. Pour vrai, finir une saison aussi difficile, c'est cruel. Ouais, c'est cruel, mais en même temps, les Revs de Révolution de la Nouvelle-Angleterre méritaient de passer. Ouais. C'est une équipe qui a bien joué tout au long de la saison. Fait que, au final, c'est la meilleure équipe qui a gagné. L'Impact de Montréal manquait cruellement d'effectifs pour ce match-là. Il n'y avait pas de joueurs au milieu de terrain. Et finalement, Rudy Camacho, qui a tout donné dans une position qui n'était pas la sienne, qui a joué un solide match, a manqué de gaz à la fin. Et c'est un peu lui qui a pêché sur ce but-là parce qu'il n'y avait absolument personne devant la surface de réparation. Et ça a laissé la chance à Gustavo Bau de marquer. Donc, c'est triste, mais la logique a été respectée. Puis, je ne suis pas fan d'aucune équipe. Et c'est ça qui est le plus agréable de regarder un match de foot, c'est quand ton cœur n'est pas avec une équipe en particulier. C'est sûr que mon cœur va toujours être un peu plus avec l'Impact de Montréal parce qu'on représente énormément de joueurs dans cette équipe-là. Mais la réalité, c'est que dans ce cas-ci, l'Impact, malheureusement, c'était l'équipe qui devait être éliminée. Donc voilà, je n'ai pas été triste plus qu'autre chose. Maintenant, il faut s'améliorer en vue de la saison prochaine. Et qui sait, peut-être auront d'autres joueurs qui vont joindre l'équipe pour pouvoir l'aider à atteindre le succès. Tellement. J'aimerais ça recevoir Samuel Piette au podcast pour voir son opinion, pour sentir comment que lui sent en ce moment. J'aimerais pas être à sa place parce qu'il donne tout son cœur et âme pour l'équipe depuis quelques saisons. Puis malheureusement, je sais que c'était pas intentionnel, mais tu sais,
quand on a vu son tac qui était un peu beaucoup trop haut sur les genoux directement, qui a mené un carton rouge dans une situation qui ne servait plus à rien dans les dernières secondes du match qu'on gagnait. C'est sûr que si c'était à refaire, il ne le referait pas, là, ça c'est certain. Mais c'est souvent dans l'action, ça se passe tellement vite. Il le regrettait à la seconde près, je suis convaincu. Mais c'est sûr que l'absence d'un Samuel Piette a certainement en fait nuit aux chances d'un impact. Ben là, il y a la Ligue des champions de la CONCACAF, hein, la mi-décembre. Il ne faut pas l'oublier, il y a encore quelque chose à jouer pour l'Impact de Montréal. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et qui sait? Une Ligue des champions n'est vraiment pas hors d'atteinte pour ce club-là. Donc, là, on l'a vécu. J'étais là comme photographe au stade olympique, la dernière joute avant la pandémie, puis dans les derniers temps qu'on pouvait être 30 000 dans un stade réuni. C'était beau pour vrai. Je m'ennuie de ce moment-là. Mais non, c'était spécial. Puis je souhaite à l'Impact de pouvoir revivre ça, de retourner en CONCACAF et de, qui sait, remplir un stade peut-être au printemps prochain. En tout cas, les chances sont minces. On peut se croiser les doigts. Donc oui, en terminant, as-tu une anecdote sur Janie Potvin-Duval pour compléter le podcast? Écoute, je ne sais pas si j'ai une anecdote sur Janie, mais pour vrai, c'est une fille que j'apprécie énormément. On a été très, très proches, puis très rapidement, parce que, entre autres, je lui avais raconté l'anecdote, on s'est rapprochés très vite, puis je lui ai raconté l'anecdote que ma mère avait des jumeaux dans son ventre à l'époque. Puis elle a fait une fausse couche pour un de ses bébés qui était, soit dit en passant, ma jumelle. Mais tu sais, c'est pas un drame. Ouais. Quand je le raconte avec légèreté, je sais que ça peut... C'est rough quand on s'attend pas à ça. Là. Et là, ma mère, et je sais même pas si c'est une légende urbaine, tu sais, mais ma mère m'avait dit quand j'étais petit que probablement que cette petite fille-là aurait été handicapée de toute façon. Puis tout ça. Là, j'ai dit à la blague avec Janie, écoute, t'es peut-être ma petite sœur jumelle cosmique, tu sais. Puis finalement, Janie est comme devenue ma sœur jumelle à partir de ce moment-là. Puis, écoute, on était pareils dans la salle des nouvelles, tu sais. On avait les mêmes intérêts à l'extérieur du sport. Les deux, on avait une vie sociale qui était très, très grande, puis tout ça. Puis on a tellement partagé d'expériences à l'extérieur de la job, tu sais, dans les shows de musique ou peu importe, que je te dirais qu'on était pas mal les confidents l'un de l'autre par rapport à nos objectifs de carrière après TVA Sport. Puis Janie voulait faire des documentaires, puis moi, je voulais me lancer en agence, puis blablabla. Donc, ça a été une collègue en or. On a vraiment partagé des beaux moments. Puis, on a eu des fous rires, pas à peu près dans cette salle de nouvelles-là, mais j'ai pas un moment en particulier ou une anecdote à partager. Je sais juste ça, c'est correct. Ça nous est arrivé souvent d'être en onde l'un avec l'autre et d'être vraiment au bord du fou rire et de devoir se contrôler. Tu sais, quand tu as le fou rire au bord des moments où il ne faut pas, ça nous est arrivé à quelques occasions, à Janie et moi. Ah, ça ne m'étonne pas parce que tout le long du podcast, écoute, l'épisode avec elle a duré 2h30. Fait que ça donne une idée. Là. On a eu des fous rires, c'était supposé durer même pas 1 heure. Et je pense qu'on s'était dit 45 minutes. Puis finalement, parle, Georges. Elle est même revenue elle avait oublié de me dire quelque chose. On a réenregistré une autre section que j'ai rajoutée au montage. Vraiment, ça a été un coup de cœur la rencontrer, apprendre à connaître son parcours parce que Lucelle l'a eu difficile, son départ. Ses temps à TVA n'ont pas été... ça a été des up and down, si on veut. Puis vraiment, on m'en a parlé avec transparence que j'ai vraiment apprécié sa franchise, comme toi, tu as fait aussi très, très bien. Fait qu'un gros merci, Nicolas, là-dessus. Je vais te laisser filer parce que je sais que je t'ai déjà pris ton heure que tu m'avais dit. Puis vraiment, c'est extrêmement apprécié tout le temps que tu nous as accordé. Je pourrais dire un coup de cœur aussi parce que je ne m'attendais pas à ça. Puis j'aime ça être surpris dans la vie. J'aime ça découvrir des parcours. J'aime le faire découvrir aux gens. Je suis convaincu que les gens vont avoir appris à connaître quelqu'un qui ne le connaissait pas de cette façon-là. Puis c'est pour ça que je lui ai offert ton micro. Tu as un micro, en fait, pour que tu puisses le faire découvrir aux gens. Et puis, j'invite tous les joueurs de soccer à rêver d'être professionnels, ceux qui sont dans un niveau peut-être à l'Académie de l'Impact ou je ne sais pas, qui rêvent de gravir le prochain échelon, peut-être une carrière internationale aussi. Dites-vous que c'est possible grâce à des agences comme Obélisque qui est là pour justement vous permettre de réaliser ce rêve-là. Et qui sait, peut-être un auditeur du podcast un jour va être parmi tes clients. Croisons-nous les doigts. Et un gros merci à toi, Antoine, pour ton temps. Puis continue ton beau boulot. C'est le fun de te voir avec un vrai micro, du vrai bon son. Des fois, des podcasters qui ne se donnent pas la peine, mais ça fait toute la différence, ce que tu fais en ce moment. Puis
Je te souhaite que du succès, mon gars. Merci beaucoup pour ton invitation. Ben merci, puis tu as bien raison, la qualité sonore est bien importante, puis c'était clair avant de partir le podcast que je voulais le faire comme du monde, puis on va espérer que ça se poursuit le plus longtemps possible. Fait que, un Good. gros merci à tout le monde pour ce 8e épisode du Made in Québec podcast, et puis on se retrouve dans le 9e avec un autre invité surprise que je vous ai déniché, j'en dis pas plus. Alors merci beaucoup à tous et bonne fin de journée.